Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub. À Racaille, on est donc au numéro 231. Nous sommes le 19 décembre 2013. Oh non, novembre, pardon. Parce que, mais le temps, c'est un temps de décembre. Hein. Bon. Oui, puis t'as envie que ce soit Noël, dis-le, quoi. Oui. Avec notre camarade Piquet-Cou à la régie. Bonjour tout le monde. Aussi performante, aussi virelotante, enfin bref, elle est toute guette. Notre Jean, notre hussard noir de la République à ma gauche. Salut à tous. Et ma pomme à sa droite. Oui, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Voilà, le titre de cette émission, c'est un titre, encore une fois, inventé par qui vous savez. Je cite notre hussard. Voyage en Espagne. C'est le tome 2. Vous avez écouté La Noire Désir, qu'une de nos auditrices n'aime pas beaucoup. Mais nous, on aime. Donc, on s'excuse. Voilà. Pour une émission consacrée à l'artiste dans la société, où qu'il est, l'artiste dans la société, eh ben, il est en dehors de celle-ci. L'artiste et l'engagement politique ont toc, les artistes font faillite. L'artiste et la religion... Carrément. Carrément. Ah ouais. Carrément. Mais ça devrait pas me faire rire, remarque. Non, ça va. Non. Quand on n'en est plus qu'à 5 cartes de vœux par an, on met un bémol, hein, s'il te plaît, mon Jean. Bon. L'artiste et sa religion, eh bien là, bon, il y a toujours des adeptes, évidemment, il y a toujours des gens qui croient à l'impossible. Mais surtout, ils ont la foi dans l'avenir rayonnant pour apporter la thune. Voilà, ils pensent qu'en priant, comme en jouant au loto, ça va arriver. Ça y est, c'est fait. Voilà, l'artiste et la science. Eh bien, d'après notre correspondant finlandais, Juju, qui nous a dit, il y a déjà un moment, mais on le rappelle souvent, parce que c'est quand même dommage que les artistes soient aussi, comment dirais-je, indifférents à la science. Par contre, des grands scientifiques, enfin quelques-uns, c'est pas tous, ça aussi, hein, bon, faut pas rêver, mais quelques grands scientifiques s'intéressent à l'art, voilà. Bon, pas les dentistes, hein, pas les médecins, pas les... Parce qu'il faut voir dans les antichambres de ces gens-là, sauf une, je ne vais pas dévoiler son nom, mais elle s'appelle Marie-Pierre, elle sévit à Montreuil, c'est le médecin des artistes de Montreuil, des artistes et des Africains, voilà. Qui sont maraboutés, donc ils viennent chez elle. Et elle démaraboute. Elle démaraboute aussi les artistes. Et là, j'ai jamais vu un cabinet de médecins aussi guette. Voilà. Il y a plein de couleurs, il y a plein d'œuvres sur les murs partout. Voilà. Et elle-même en personne, c'est une œuvre vivante. Je vais vous dire, si vous la connaissiez, elle est toujours avec des couleurs complètement extraordinaires et tout ça. Bon, voilà. Et l'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on y dit à l'autorité, cette petite équipe soudée. On l'emmerde. La phrase. Ah. Là, ce matin, non, je veux dire, comment il fait froid. Ah oui, alors... On se demandait avec Piquet-Cou s'il fallait pas le piquer quand même. Mais on va essayer de voir s'il peut franchir l'hiver quand même. Je sais pas si c'est l'heure de faire pipi ou pas. Oh, bon, ça va. Alors, c'est un petit ricanement de Desproges. Vous savez, Desproges qui l'a glissé il y a quelque temps, bouffé par un crabe. Attention, un suspect pour un flic, ce n'est pas forcément un arabe ou un jeune. Là, par exemple, c'est un nègre.
C'était Nuit et brouillard, interprété par Jean Ferrat. Oui, pour vous parler d'un bouquin qui est sorti en 1998, un tout petit bouquin, édité par Chêne, qui s'appelle Matin brun, de Franck Pavlov. Voilà. Pourquoi Matin brun? Pourquoi aujourd'hui exhumer un tout petit folio comme ça, c'est de quelques pages, parce que si vous tenez un petit peu informé de ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, mais pas que dans ce pays, dans l'Europe entière, et puis on pourrait dire même dans le monde, voilà, il y a des comment dirais-je, des démangeaisons, enfin, il y a des groupes, il y a des partis politiques, il y a des députés européens qui sont vraiment des gens, les héritiers de ces matins bruns là. Ces matins bruns, vous savez, ça veut dire les racistes, les antisémites, ça veut dire les religieux, ça veut dire tous ces gens qui font des exceptions toujours, sous prétexte d'être blancs, ne supportent pas les noirs, etc. Sous prétexte d'être musulmans, ne supportent pas ceux qui ne le sont pas. Sous prétexte d'être même parfois juifs, ne supportent pas les musulmans, et le contraire est vrai. Enfin, vous voyez, toutes ces intolérances, tous ces corporatismes, toutes ces choses nous préparent justement à des nouveaux matins bruns. Et je pense qu'on est en plein dedans en ce moment, quoi, avec tout ce qui se passe dans le monde, et je dis aussi ici en France, avec les Roms qu'on expulse sous prétexte qu'ils sont différents, qui sont des voleurs, qui sont irrécupérables, mais on les expulse même de leur propre pays, enfin pas d'une manière comme complètement franche, mais par les conditions de vie qu'on leur impose, oui. Voilà, vous avez ces défilés dont vous vous souvenez concernant le mariage pour tous, parce que quelques gens différents sexuellement, etc., ils n'ont pas le droit. Il faut qu'ils soient comme tout le monde, même s'ils n'en éprouvent pas vraiment le besoin. Voilà, on fait des manifestations. Récemment, on a une ministre de l'Intérieur. On peut penser ce qu'on veut d'une ministre, on a le droit. On n'est pas d'accord avec sa politique. Mais sous prétexte qu'elle a la peau brune, une petite fille lui montre des bananes dans un défilé, défilé pour tous, je sais pas quoi, c'est une espèce de crétin là. Après, il y a des publicités sur le web, enfin sur des pages web, sur Facebook ou je sais plus quoi là, qui montre des montages photos avec le dernier en date, je crois que c'est toujours cette ministre de l'Intérieur un peu différente par la couleur de sa peau, ils reprennent une publicité Banania, il y a bon Banania, vous vous souvenez, voilà, c'est le chocolat de notre enfance, pas pour tous évidemment, mais enfin c'était bon, voilà. Et alors là, le truc c'est il y a pas bon Taubira, vous voyez, par exemple. Donc tout ça a l'air anodin, comme ça, les uns peuvent ricaner, ou si on avait entendu à l'Assemblée nationale un député complètement ivre qui cactait quand une députée opposée à son parti posait des questions au Premier ministre, quoi. Vous voyez, des choses, voilà, c'est devenu maintenant une telle banalité. Alors ce petit bouquin Matin brun, je vais vous en lire quelques lignes, pas trop, mais pour vous donner le ton quand même. Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie. On échangeait les pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. C'est souvent le cas quand on parle avec des copains. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. Ce qu'on fait tous les matins, nous, au bistrot, enfin tous les mardis matins en tout cas. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus. C'est toujours triste, un kleps qui vieillit mal. Mais passé 15 ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre, il va mourir. Voilà, on peut accélérer le processus, évidemment. Tu comprends, je pouvais pas le faire passer pour un brun. Un labrador, c'est pas trop sa couleur. Il avait quoi comme maladie? C'est pas la question. C'était pas un chien brun, c'est tout. Mince alors. Comme pour les chats maintenant? Oui, pareil. Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien. Un de gouttière qui a vu la mauvaise idée de naître trop blanc, taché de noir. J'en ai eu un comme ça. C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable et que d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient, il valait mieux garder les bruns. Que des bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins.
Ma foi, un chat, c'est un chat. Et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. Les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic, mélangées à la pâtée. Elles expédiaient les matous en moins de 2. Mon cœur s'était serré. Puis on oublie vite. Voilà. Et bon, si ça vous donne envie de le lire, mais enfin ça coûte rien, ça coûtait à l'époque en 98, ça coûtait 1 euro. Voilà, donc je veux dire c'est quand même c'est assez prémonitoire de ce qui se passe maintenant. Voilà, je rappelle Matin brun de Franck Pavlov aux éditions Chêne, C-H-E-Y-N-E. Oui, à ne pas confondre avec les éditions du Chêne. Non, pas du tout, non, ça c'est une petite maison d'édition de province. Ouais, j'avoue que l'image de cette petite fille qui tend des bananes à la garde des Sceaux, ça m'a aussi frappé, ouais. Ça me donne carrément chialer. Ouais, bah oui, parce que prendre des enfants en otage de la merde qu'on a dans la tête comme ça. Alors évidemment, on espère de cette petite fille qu'elle pourra un jour évacuer cette peste brune, parce qu'il s'agit bien de ça qui coule. Le fascisme, en fait, qui coule dans les veines de ses parents, c'est pas gagné, ça, malheureusement. Mais c'est pas non plus héréditaire à 100%, donc non, voilà. Non. L'éducation est pour beaucoup, mais moi qui ai une éducation catholique, je suis anarchiste maintenant, donc quand même, on peut... C'est pas très éloigné. Je déconne. Oh là là. Non, dans les évangiles, oui, il y a des choses qu'un anarchiste ne peut pas... Je déconne, mais la couleur de la robe, c'est pareil. Ouais. Voilà, une fois n'est pas coutume, Robert. Ce qu'on dit, oui. Le livre de la semaine en vitrine à la librairie Publico n'est pas un livre politique. Ouais, ça paraît incroyable, à proprement parler en tout cas. Mais un intense texte philosophique sur l'amour et sur la grande communauté des amants. Merci Max. Ah oui, c'est à lui qu'on doit ça. Et à Laurent Non, je crois que c'est Max qui l'a... Oui, le papier que j'ai lu en tout cas sur le site de la librairie, c'est Max qui l'a écrit. Ouais. Ah ouais, voilà. L'ancien permanent de la librairie? Bah écoute, il faut croire. Peut-être qu'il revient en loose day la nuit. Merci Laurent. Bon. Il signe peut-être Max les trucs un peu olé. Ouais. Alors on se protège comme on peut. Ouais. Bon, en fait, j'ai choisi ce livre parmi tous les quelques-uns qui sont proposés, spécialement pour mon compère Robert. Ouais. Ici présent à ma droite, comme tu l'as toi-même précisé tout à l'heure. Alors bon, je balance pas. On a pris cette décision dès les débuts de cette émission. Enfin, de temps en temps, on est tenté quand même de le faire, donc il faut quand même que je dise qu'après 5 ans passés à me jouer sans faillir les activistes radicaux, eh bien le bougre a enfin fini par admettre que pour lui aussi, mais attention, c'est il y a 15 jours, très précisément. Il a fini par admettre que pour lui aussi, il n'y avait rien de plus authentiquement révolutionnaire que le sentiment amoureux. Il a mis du temps. Ah la vache, il a mis du temps. 5 ans, je rappelle que... Je suis pas né avec. T'es pas né avec, ouais. Enfin, merci à celles qui, elles, se reconnaîtront aisément, qui m'ont aidé à deviner que sous l'écorce rude de l'homme de la pampa se dissimulait une midinette angélique et sentimentale. Enfin, ne regardez pas de trop près quand même. Non, puisque c'est dessous de toute façon. De toute façon, ça sert à rien d'aller te regarder dans les trous de nez. Non, c'est pas la peine. N'allons pas jusque-là. Enfin, en tout cas, ce texte, Georges Bataille, puisqu'il s'agit de lui, et ce texte, c'est l'amour d'un être mortel. Déjà, j'adore le titre. Georges Bataille l'a écrit en 1951 pour la revue internationale de littérature Botteghe Oscure, animée à Rome de 1948 à 1959 par Marguerite Caetani. Et puisqu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, je vais vous livrer en fait ce que Georges Bataille a déclaré quand il s'est lancé dans l'écriture de ce texte. L'être aimé, dans ce monde dissous, est devenu la seule puissance qui ait gardé la vertu de rendre à la chaleur de la vie. Si ce monde n'était pas sans cesse parcouru par les mouvements convulsifs des êtres qui se cherchent l'un l'autre, s'il n'était pas transfiguré
Par le visage dont l'absence est douloureuse, il aurait l'apparence d'une dérision offerte à ceux qu'il fait naître. L'existence humaine y serait présente à l'état de souvenir ou de film des pays sauvages. Ce qu'un être possède au fond de lui-même de perdu, de tragique, la merveille aveuglante ne peut plus être rencontrée que sur un lit, Robert. Il est vrai que la poussière satisfaite et les soucis dissociés du monde présent envahissent aussi les chambres. Les chambres verrouillées n'en demeurent pas moins dans le vide mental presque illimité, autant d'îlots où les figures de la vie se recomposent. Voilà, Georges Bataille, 1951, badaboum boum. Alors moi j'aime, disons, plus ce que ça raconte que la façon dont c'est raconté. Enfin, je trouve que c'est quand même fort. L'éditeur, c'est Rue des Cascades, et ce petit bijou ne vaut que 6 €. Voilà. Ah oui, Rue des Cascades. Oui, Rue des Cascades, dans le 20e. Ah, d'accord. Voilà, l'amour d'un être mortel. C'est pas joli ça comme titre. Oui. Voilà, Georges Bataille. Et là, dans les quelques phrases que tu as citées, il y a vraiment, vraiment des perles. Alors au pieu. C'est là que la révolution commence. Jeudi matin, 11h, au Majestic Bastille, une quinzaine de spectateurs pour un film, Les Jours Heureux. Un sous-titre, Quand l'utopie des résistants devint réalité. Un réalisateur, Gilles Perret. Un film qui raconte l'histoire du Conseil national de la résistance. Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, 16 hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil national de la résistance intitulé Les Jours Heureux. Ce texte de moins d'une dizaine de feuillets comprend 2 parties. Un plan d'action immédiate qui concerne l'action de la résistance intérieure française à mener dans l'immédiat dans la perspective de la libération et les mesures à appliquer dès la libération du territoire. Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu'il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d'entreprise. De 1945 à 1946, ces mesures seront mises en place, ainsi que la nationalisation de la Banque de France, de la Société Générale, du Crédit Lyonnais, de la BNP, d'EDF, de GDF, des grandes compagnies d'assurance, ainsi que la liberté de la presse. Le film retrace cette magnifique histoire, tournée entre le plateau des Glières, où est érigé le monument national de la résistance, et des témoignages poignants de résistants et d'historiens. Un détour par le musée de la Résistance à Champigny et le musée Jean Moulin à Paris. Il faut voir et écouter ces résistants, alors âgés de plus de 85 ans, raconter comment très jeunes leur combat a commencé. La peur, 26 heures sur 24, les arrestations, la torture, cette volonté plus forte que tout de ne pas plier et de se battre pour les générations suivantes. Dans la seconde partie du film, Gilles Perret filme ou interviewe les hommes politiques actuels, pour montrer comment ce programme du CNR est repris par tous les politiques, de droite comme de gauche, des discours à donner la nausée, des mises en parallèle tronquées. Il évoque les propos de Denis Kessler, ancien vice-président du MEDEF, qui en 2007, dans la revue Challenge, déclare, je cite, « À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 44 et 52, sans exception, elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 45 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. C'est malheureusement ce qui se passe depuis les années 80, un détricotage point par point qui a commencé dès les années Mitterrand. Il est bon de rappeler que toutes ces mesures sociales ont été mises en place alors que la France sortait de la guerre, alors qu'on veut nous faire croire aujourd'hui que notre pays doit se serrer la ceinture et revenir sur ses acquis. Il reste aujourd'hui peu de témoins de cette utopie qui a fonctionné. Entre la réalisation du film et sa sortie en salle, 2 résistants sont déjà décédés, Raymond Braque et Stéphane Essol. Ce programme du Conseil national de la résistance ne doit jamais passer aux oubliettes. Ces hommes se sont battus et ont risqué leur vie pour nous et nos enfants. Voilà, c'est un film qui passe malheureusement dans 4 salles à Paris. Et la semaine prochaine, je sais qu'il sera au cinéma de Montreuil. Ouais, voilà. Il y avait très peu de personnes dans la salle, une quinzaine.
Oui. Ah, oui. Alors ce Denis Kessler, là, c'est vraiment serrer la ceinture. Lui, manifestement, il a oublié de le faire. Hein. Une espèce d'outre satisfaite, c'est invraisemblable. Mais il a effectivement l'oreille d'un certain nombre de décideurs politiques et industriels. Enfin, il est un petit peu partout, y compris du côté de la gauche, alors que c'est un libéral, mais dans tous les sens du terme. Hein. Et il fallait voir à la fin du film la gueule des politiques. Alors, ils étaient tous là, et même le petit capitaine de pédalo, là, et droite, gauche confondue. C'est la rouerie de ces gens-là, la duplicité, avec un air de complicité avec, si on peut dire ça comme ça, avec le Conseil national de la résistance. Il niait tout ce qui pouvait faire croire que c'était détruit systématiquement depuis justement l'époque de Mitterrand. Je rappelle quand même que c'était un ami intime de Bousquet, un meurtrier, que Papon a vécu aussi des beaux jours jusqu'à ce moment-là. Même De Gaulle d'ailleurs l'a employé pour faire de la répression à Paris. Alors vous voyez tout ce petit monde, enfin bref. C'est-à-dire que le Conseil national de la résistance, d'après les politiques, bah oui, on est en plein dedans, quoi, tu vois. C'est amusant. Quand on pense que ce sont les socialistes les premiers qui ont commencé à détricoter ça, justement avec Tonton, les premières nationalisations ont eu lieu à ce moment-là. Oui, je fais un peu gaga, moi. Voilà, bon. C'est pas compliqué, ça commence en 83. Hein. Tu sais, il y a eu 2 ans, 2 années d'utopie, soi-disant, et puis le tournant de la rigueur, on a appelé ça. Voilà. Quand on choisit l'Europe au social, quoi. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc, alors, soyez rassurés, les mecs, le Conseil national de la résistance existe. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle, vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, faut qu'il fait le délicat, faut qu'il songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira. Par 2 fois il en chancelle. L'autre tombe, qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison, lequel est le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas, et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat, il coule et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle.
la rose et le réséda. C'était La Rose et le Réséda, interprété par La Tordue, un poème d'Aragon. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub. On en a bien besoin en ce moment. Ni de Dieu, ni de maître, ni de pub. Qui nous pollue la gueule, mais alors. Animateur de cette émission mythique, notre camarade Piquécou à la régie, et à tant d'autres choses. Notre Jean, qui lui, on l'appelle le hussard noir ici entre nous. Et enfin, c'est toi. Et Momo la science aussi dans la mini-tube qui a précédé, enfin, qui vient de se terminer avec le texte de notre camarade Piquécou, et ma pomme qui fait l'agent de liaison au front, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que quand j'étais au front. Et pour vous causer tout de suite, c'est Jean qui va s'y coller pour introduire son papier, qui parle de la République espagnole et tout ça, enfin d'un artiste, enfin d'un écrivain, qui préfère l'amour à la politique, si j'ai tout compris. C'est pas exactement ça, si tu veux. Ouais. J'ai pas tout compris alors. Non, ça c'est en fait, une fois n'est pas coutume, là aussi, c'est un roman, et un très grand roman dont on a choisi un extrait cette semaine. Hein. C'est un roman espagnol qui s'appelle Dans la grande nuit des temps, et l'auteur s'appelle Antonio Muñoz Molina. Voilà. C'est pas seulement un roman, hein, c'est carrément un voyage. Ouais. Bizarrement, j'ai beaucoup pensé à Stendhal en le lisant, mais c'est un roman actuel, hein, qui a été écrit et qui effectivement se situe sur fond de guerre d'Espagne, hein, de guerre civile espagnole. Alors tu pensais à la Chartreuse? Non. Le hussard sur le toit? Entre autres, l'hussard sur le Giono, oui, non, mais je pensais à Stendhal, non, dans la façon dont il pose comme ça. Enfin bon, tout juste né, la République espagnole est secouée par des convulsions qui amèneront le pays à la guerre civile. Hein. Pour échapper aux ténèbres qui envahissent peu à peu l'Espagne, hein, un architecte madrilène, c'est un architecte, hein, le héros, se réfugie dans une passion adultère pour une jeune américaine, dévorante, hein, cette passion, au point que la guerre sera vite pour lui une totale abstraction. Hein. Travail, famille, patrie, Ignacio oublie tout. Car Judith, cette jeune américaine, hein, est la seule à donner en fait un sens à sa vie. C'est ça le sens profond. Hein. Mais bien sûr, les blessures de l'Espagne rattraperont bientôt l'architecte, hein, jusqu'à se confondre avec les siennes. Mais écoutons plutôt Piquécou. Il y avait eu des signes, mais lui ne les avait pas vus. Ou plutôt, il avait choisi de ne pas les voir. Au-delà des minutes, des heures ou des jours qui s'écouleraient avant qu'il ne la revoie, au-delà du temps fugace qu'il passait avec Judith, la réalité devenait aussi floue que le fond d'une photographie. Maintenant, Ignacio s'étonne de son inattention. Si loin d'elle et de Madrid, dépouillé sans drame de tout ce qu'il considérait comme évident, qu'il croyait lui appartenir et qui s'est dissous comme du sel dans de l'eau, il s'obstine à pratiquer une lucidité rétrospective, plus inutile encore pour le soulager de ses remords que pour corriger le passé. Il aurait voulu savoir à quel moment le désastre était devenu inévitable, quand ce qui est monstrueux avait commencé à paraître normal, était graduellement devenu aussi insignifiant que les actes les plus banals de la vie, quand les mots qui encourageaient le crime s'étaient transformés, quand les mots qui encourageaient qui s'étaient transformés en crimes, quand les crimes étaient devenus habituels, au point de faire désormais partie de la vie publique normale. Aujourd'hui, l'armée est le point d'appui et la colonne vertébrale de la patrie. Quand la guerre civile éclatera, nous n'accepterons pas d'être éliminés comme des lâches en tendant le cou à l'ennemi. Il existe un instant précis, unique, un point au-delà duquel le retour est impossible. Une main se lève en brandissant un pistolet et s'approche de la nuque de quelqu'un, et durant quelques secondes encore, le coup de feu pourrait ne pas partir. Même lorsque l'index commence à presser le métal de la détente, la possibilité de revenir en arrière reste encore intacte, abolie un instant plus tard seulement. Pendant des mois et des années,
l'eau s'infiltre peu à peu dans le toit d'une maison que personne n'entretient. Mais à un moment, un seul, s'opère une modification décisive, et une poutre se casse par le milieu, et le toit tout entier s'effondre. En quelques dixièmes de seconde, la flamme qui était sur le point de s'éteindre reprend et met le feu au rideau pour alimenter l'incendie qui détruira tout. Durant la période de transition de la société capitaliste vers le socialisme, le mode de gouvernement sera la dictature du prolétariat, afin de réprimer toute résistance de la part de la classe exploiteuse. Les événements sont toujours sur le point de ne pas survenir, ou de survenir autrement. Ils s'approchent très lentement ou très vite de leur accomplissement, ou s'éloignent et deviennent impossibles. Mais il y a un instant, un seul, où ils ne sont pas encore irrémédiables, où ce qui va être perdu pour toujours peut encore être sauvé, où l'on peut arrêter l'irruption du malheur, l'avènement de l'apocalypse. Quand s'accomplira la justice inflexible du peuple, les exploiteurs et leurs partisans ne mourront pas dans leur lit. Un homme sort de chez lui tous les matins à la même heure, et un jour vers la mi-mars, par un matin aussi froid et sombre qu'en plein hiver, quelqu'un, assis au volant d'une automobile, le voit s'arrêter sur le pas de sa porte pour mettre son chapeau et enfiler ses gants, et il fait un signe à d'autres hommes, jeunes, qui guettent avec lui. Les mains moites, ils serrent la crosse de leur pistolet, mais ce ne sont pas des exécuteurs aguerris, et ils pourraient encore manquer du courage nécessaire pour tirer. Voilà, on est tout près de ce que tu racontais en fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une seconde peut-être des fois dans la vie pour décider si on bascule du côté du fascisme ou du côté de l'humanité, ça peut être très très court. Il y avait un film comme ça que j'adorais avec Trintignant, et j'ai oublié son titre, peut-être Le Train. Trintignant et Romy Schneider, où il a la possibilité, elle est arrêtée, elle est juive, lui ne l'est pas, il a la possibilité à un moment de s'en sortir. Il va passer la porte, mais il sait qu'il va basculer, évidemment. S'il passe cette porte, il mourra de toute façon d'une manière ou d'une autre. Donc il choisit de retourner vers elle et de lui caresser la joue en sachant qu'il signe son arrêt de mort physique. Voilà, ça c'est très très fort. J'ai aussi sur la fragilité, la fugacité de l'instant, une citation qui m'est revenue là ce matin. Donc je suis incapable de vous dire de qui elle est. Peut-être Alexandre Dumas, même si on n'est pas dans le même registre. J'adore cette citation. La vie est comme un orage. L'instant d'avant, on se prélasse au soleil. L'instant d'après, une mer déchaînée vous fracasse contre les rochers. Dans la grande nuit des temps de Antonio Muñoz Molina est publié par les éditions du Seuil. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Métro Robert Campus du Calvaire, républicain. Téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet librairie-publico.com après les W de rigueur. Voilà. Ouais, vous voyez, c'est une émission très guette. Mais en même temps nécessaire en ces temps troublés. Mais quand il s'agit de l'Espagne, oui, d'accord. Quelle gaieté est possible. Oui, l'Espagne où c'est en fin de compte mis en place la Troisième Guerre mondiale par la démission des démocraties devant les fascismes naissants, qui eux par contre n'ont pas hésité un seul instant à envoyer les bombardiers en Espagne pour par exemple rayer de la carte ce petit village espagnol basque qui s'appelait Guernica. Voilà. Donc Picasso a fait son œuvre majeure de mon point de vue, quoi. Voilà, c'est une des œuvres majeures de l'art contemporain et de l'histoire de l'art, on va dire. L'histoire de l'art, oui, bien sûr. C'est la seule chose vraiment intéressante qu'il ait faite, mais il l'a bien faite. Il fallait que ce soit dit. Ouais.
Voilà, c'était Coplas de la Defenda de Madrid, un chant de la guerre civile espagnole. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre, sans pub. Vous écoutez Arakaï, cette émission mythique qui vous tire des torrents de larmes ce matin. Ce matin oui, même les animateurs sont assez limites. De la régie, il y a de la baie sur les fenêtres de la régie. On voit même plus les yeux de Piquet-Cou. Enfin bon, c'est dramatique. Piquet-Cou et moi, on est limite. Puis toi, tu t'es carrément noyé, mais c'est normal. C'est l'âge. C'est l'âge. Je t'ai précédé parce que je savais ce qu'il y avait. Voilà, bon, c'est quand même un racaille, hein. Bon, la voix de la Fédération anarchiste c'était avant, c'était Radio Libertaire, et puis voilà, et puis on continue, et puis on cause maintenant d'histoire de vie, histoire d'artiste. Ma pomme raconte El Greco. Alors, attention, mes camarades sont des savants, mais moi non. Moi je suis un espèce de d'histrion qui va vous causer du Gréco, mais pas pour vous en dire franchement du bien, ni franchement du mal. Enfin, parce que d'abord, c'est pas un artiste espagnol, mais c'est un artiste grec qui a passé une bonne partie de sa vie en Italie. Il en est resté quelque chose. Et la seule chose qui me dérange chez cet Olybrius, c'est qu'il a peint pratiquement que des peintures religieuses. Mais alors, religieuses de chez religieux, quoi. Ça, pour ça, c'était le côté plutôt espagnol, parce que même si les Italiens faisaient des peintures religieuses, il y avait quand même une légèreté dedans, quelque chose, quoi, quand même. Oui, mais c'est ce qu'on disait il y a 15 jours, ouais. Parce que si tu commences à éliminer les artistes de cette époque qui ont fait des œuvres religieuses, il ne va pas rester vraiment. Non. Mais les Italiens ont fait des œuvres religieuses, mais ils ont fait des œuvres profanes aussi. Est-ce que les Espingouins... Ça dépend des époques. Oui, ça dépend des époques, évidemment. Et Gréco, voilà, je trouve que ses peintures religieuses sont assez extravagantes d'une certaine manière. Ouais, c'est pas vraiment classique, hein. Par ce côté-là, voilà, on peut dire qu'il a quand même une position dans l'histoire de l'art espagnol, mais peut-être pas qu'espagnol, l'histoire de l'art tout court, position vraiment originale. Non seulement par l'exubérance de ces crucifixions, de toutes ces choses-là, c'est un Binz invraisemblable dans certaines œuvres, quoi. Il y en a partout, et c'est plutôt, on dirait plutôt des danses flamandes que des choses religieuses. Bon, si on exagère un peu, et pour ça j'ai assez de confiance en moi pour exagérer. Voilà. Et il avait aussi une autre particularité, ce camarade El Greco, c'est que il avait un style vraiment très très prononcé, parce que, enfin, de déformation physique, avec des jambes très longues et puis très, tordues, pour exagérer un peu. Faut mieux noueuses, ouais. Assez extraordinaire. Et ça, c'est un peu, il a eu pour cette espèce de personnalité curieuse en peinture pour cette époque, il a eu des suiveurs, et je vous demande, Émile, dont un des plus, mais il pompait tout le monde, mais que les meilleurs, hein, notre camarade Picasso, qui s'en est fortement influencé, surtout dans sa période bleue. Vous savez, avec ses mendiants, etc., ces gens du cirque et tout ça, quoi, voilà. Voilà, pour le Gréco, bon, je vais pas en tartiner 3 kilomètres, parce que si en parallèle on met le Caravage, je veux dire, bon, on oublie le Gréco, quoi, parce que là, il y avait... Mais chez le Gréco, ces peintures religieuses sont pas empreintes, curieusement, de religion, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose chez lui qui est pas vraiment religieux, parce que, ou alors c'est la religion d'un fou, quoi. On aurait pu imaginer un peintre un peu fou, hein, qui avait une vision tout à fait folle de la représentation d'une crucifixion ou d'une nativité ou de choses comme ça, quoi. Même s'il a une peinture d'un pape avec des lunettes. Alors là, il y en a un autre qui l'a pompé, mais littéralement, c'est Bacon. Oui, mais c'est assumé. Oui, c'est assumé, oui, mais enfin, c'est quand même violent, parce que là, c'est presque des copier-coller, quoi, du Gréco. Pour dire que c'est, pour moi en tout cas, c'est un de mes peintres. Si je devais préférer un peintre espagnol de cette époque, ça serait lui, quoi, parce qu'il a quand même apporté dans le registre de la peinture religieuse une note de folie. Qu'il met très en exergue de tout ce qui se faisait de religieux avant lui et même après lui. Il est assez unique dans
dans cet art, quoi, je veux dire. Et pour ça, même dans les couleurs, il a des couleurs, mais des couleurs complètement dingos, presque des couleurs primaires, des rouges, des jaunes, des verts qui sont pratiquement sortis du tube, quoi. Non, il y a une technique, il y a un métier aussi qu'on a perdu depuis, quoi, évidemment. Si un artiste aujourd'hui essayait de faire d'employer la même palette de couleurs, il ferait des grosses bouses, quoi, c'est sûr. Mais lui, chez le Gréco, c'est là qu'il distinguait aussi de la plupart des peintres de ses époques, c'est qu'il avait vraiment une palette flamboyante et assez brutale. Il n'y avait pas vraiment de nuances, quoi. C'était quand même quelque chose extrêmement coloré. On est loin évidemment des clairs-obscurs ou de ces choses-là. C'était violemment coloré. Voilà. Pour parler de Gréco, je ne sais pas pourquoi je vous en parle d'ailleurs, parce que je devais en parler, on m'a fait le choix. Je me suis dit, bon, peinture espagnole, j'aime pas les peintres espagnols, la plupart du temps. Et lui, il n'est pas vraiment espagnol, il est plutôt grec, donc je vais parler du Gréco. Ah, bon, on va peut-être faire un 3e volet, alors, à ce séjour en Espagne. Puisque tu fais ça avec autant de plaisir. Non, mais c'était très bien, c'est exactement ça. Hein, c'est son romantisme exalté, en fait, qui sauve sa peinture religieuse, ouais, complètement. Ouais. Et puis, c'est vrai, cette touche... Et cette palette qui sont étonnamment modernes toutes les deux. Ouais. Tout à fait. Ouais, voilà. Ah bah je te remercie mon Jean de m'avoir donné l'occasion de baver sur un peintre espagnol. Mais tu aimes autant quand même que ça s'arrête là, quoi, c'est ça? Oui. Non, parce que Piquécou va vous parler d'un peintre espagnol. Alors, il y a une petite controverse entre nous. C'est que je lui dis à un premier temps, c'est un très bon peintre. Il a un peu ce côté, malheureusement, c'est un peu stupide ce que je vais dire, mais enfin, c'est pas tant que ça. C'est qu'il ressemble par certains côtés au Gréco dans la palette de couleurs. Mais une fois qu'on l'a vu, une peinture de lui, on a vu toutes ses peintures, et je veux dire, il y a une monotonie, je trouve, heureusement il est mort à 38 ans. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire le restant de sa vie, voilà. Il y a quelque chose, et là, encore une fois, de très espagnol, c'est-à-dire de brutal. Il aurait fait comme tous les peintres qui vivent jusqu'à un âge avancé. Ouais, pourquoi il se serait renouvelé tous les ans. Ouais, j'ai pas l'impression. Alors, voilà. Mais j'ai pas dit ça tout de suite à Piquécou. Je lui ai dit ce matin au bistrot, et elle me regardait de travers en disant alors tu changes vraiment d'avis, t'es vraiment versatile. Ah, c'est pour ça que vous n'étiez pas à la même table quand je vous ai rejoint à l'artiste ce matin. Je me suis demandé ce qui se passait, pour être honnête. J'ai pensé à autre chose, mais bon, d'accord. C'était donc sur Isidre ou Isidro Nonel que... D'accord. Le seul truc où je la rejoins, c'est que c'est vrai, il peint des scènes de la vie. Voilà. Voilà, ce que n'a pas fait le Gréco, mais ce qu'a fait, je pense, Goya, je crois aussi, dans ses gravures surtout. Voilà. C'est ça qui sauve un petit peu son œuvre, à mes yeux. En tout cas, je pensais que tu allais parler de Goya. Moi, j'aurais mis ma chemise dessus. J'aurais bien parlé du Goya graveur, mais pas le peintre. Et pourquoi pas le Goya graveur? Il s'agit d'un séjour en Espagne, il s'agit pas de la... Tu vois? Un 3e séjour en Espagne. Un 3e séjour en Espagne. Bon. Passe.
C'était un morceau de musique baroque espagnole, donc qui s'appelait Tiento de Batalla par Lope de Vega. Ah bah j'aime pas non plus la musique espagnole. Non, mais la musique, c'est pas de ta faute, hein, c'est la faute de la musique. Je te critique pas. Bon, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre sans pub, à Racaille, avec Piquet-Cou à la régie, qui était occupé au téléphone, là. Autrement, il nous aurait interrompu plus tôt. Notre Jean, qui me regarde d'un air sévère en disant qu'est-ce qu'il est encore en train de raconter comme connerie, avec toujours juste Jean Impartial et juste, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, donc c'est fini, oui. Et donc notre Jean justement qui va s'y coller à l'histoire de la peinture espagnole. Ouais, deuxième volet, parce que je m'étais arrêté au siècle d'or, à l'orée. Maintenant c'est siècle de plomb. À l'orée du siècle d'or espagnol. Alors je vais pas pouvoir être exhaustif, hein, ça va passer assez vite, vous allez voir, on va passer directement du siècle d'or à Picasso et à Equipochronica. Hein? Bah oui, j'avais pas prévu un troisième volet, alors c'est quand même un peu rapide ce que je vais faire aujourd'hui, hein, je le précise tout de suite. D'accord. La peinture espagnole est plus riche que ça. Mais enfin, j'ai dû écrémer beaucoup. Oui, hein, sans doute. Pouvoir tenir en quelques minutes. Voilà. Alors le peintre, figure-toi Robert, le peintre qui va assurer en fait le passage du XVIe siècle, hein, au siècle d'or espagnol est assez oublié aujourd'hui, hein, et tu vas me le confirmer tout de suite avec la tête que tu vas faire quand je vais le citer, parce qu'il s'agit de Vicente Carduccio. Ah oui, hein, tout le monde le connaît. Que tu fréquentes à peu près toutes les semaines. Alors, il est madrilène, hein, c'est important de le préciser. C'est un concours avec Dominique et avec Piquet-Cou, là. Celui qui trouve le peintre le moins connu d'Espagne. Ça fait un moment que le concours est lancé. Si tu as des doutes là-dessus, c'est que tu ne suis non, je suis cette émission que d'une fesse distraite, oui. Mon cher Robert. Hein, bon, donc ce Vicente Carduccio, il est madrilène et c'est important de le préciser, hein, parce que c'est à Séville, hein, que paradoxalement que va débuter vraiment le siècle d'or. Hein. Nombre d'artistes vont se retrouver dans cette ville. Hein. Au premier rang desquels Francisco Pacheco, hein, est beaucoup plus connu. Oh, oui. Non, mais tu vas comprendre tout de suite, hein, dont les études théoriques ont eu plus d'influence que les peintures, en particulier sur son gendre Velázquez. Ah, bon. Ah, voilà. Oui, quand même. Donc, si vous voulez ne pas être oublié, donnez votre fille à marier à un génie. Hein. Parce que le pauvre Francisco Pacheco, ses peintures sont quand même un peu tombées en disgrâce. Hein. Mais enfin, il reste ses écrits, comme je viens de le dire. Hein. Voilà, le siècle d'or est en fait tout un siècle, hein, de paradoxes. Hein. D'un côté, tu vois, tu as la sécession portugaise et les guerres extérieures, je les ai évoquées il y a 15 jours, hein, qui vont affaiblir considérablement le pays. Hein. D'un autre côté, si le règne du pauvre Philippe IV est politiquement désastreux, hein, il est remarquable sur le plan artistique, enfin surtout à ses débuts, on va dire, hein, parce que ensuite, bon, ça s'est gâté vers la fin. Hein. Né un an seulement avant Velázquez, hein, Zurbarán arrive très jeune à Séville, hein, et il restera presque toute sa vie. C'est un solitaire, hein, un naturaliste avant l'heure. Je dis ça pour mes camarades qui sont des fervents de la peinture naturaliste, hein, doublé d'un ascète. Oui. On peut le dire aussi, hein, qui traite les thèmes religieux avec sobriété et originalité. On est assez éloigné de Gréco. Hein. Ces saints en extase, peints, tu vois, comme s'ils étaient littéralement sculptés dans le bois, en fait, sont restés fameux. Hein. Mais c'est sa composition, en fait, son art de la composition, tu vois, tout en simplicité et en rigueur qui annonce la modernité. Hein. Sa manière, malheureusement, s'affaiblira en vieillissant. N'y voit aucune allusion personnelle. Je trouve que toi, c'est l'inverse. Mais bon, un peu de cirage, hein, ça fait pas à la tête qu'il fait. Et il ira même jusqu'à imiter le jeune Murillo, hein, dont Piquet-Cou vous a parlé il y a 2 semaines, mais je pense que personne n'a oublié. Hein. Ah non, surtout quand elle parle des jeunes artistes, elle est très convaincante. On n'a pas réussi à trouver beaucoup de nanas dans l'art espagnol, hein, c'est ça qui est. Parce que Piquet-Cou, elle aimerait bien parler des femmes, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, ouais.
Il reste cependant, ce Zurbarán, le plus grand peintre religieux espagnol. Hein. Le génie de ce que tu as dit sur Gréco, c'est bien, je pense que tout le monde l'a compris, c'est un grec. Oui. D'accord. Le génie de Velázquez éclate lui dès ses premières toiles. Hein. Et contrairement à Zurbarán, il va gagner en fluidité avec les années. Hein. Jusqu'à en faire le plus grand peintre de l'Espagne avec Goya. Là, je parle de plus grand peintre en général. Hein. Il est pour moi, tout simplement, Robert, celui qui a transmué le réalisme en poésie dans la peinture. Et tu sais à quel point la poésie, pour moi, c'est vital. Comme les femmes. Et je ne parle pas des sonnets. Mais non, c'est la même chose. Oui. Oh, mais qu'il n'ait pas encore compris ça, merde. Non. Je retire tout ce que j'ai dit. Troisième peintre de Séville, Murillo imitera d'abord Velázquez avant de dégager assez rapidement tout de même sa propre manière. Malgré un sentimentalisme appuyé, je ne peux pas dire autrement, certaines de ses toiles sont de toute beauté. Et c'est un qualificatif que j'emploie rarement. Tu l'auras noté. Oui. En 1665, la montée sur le trône de Charles II signe le début de la décadence artistique espagnole, qui arrivera à son terme vers la fin du siècle. Le goût de l'époque se tourne alors vers l'Italie, la toute-puissance sur les arts d'Anton Raphael Mengs. Promoteur d'un néoclassicisme, Robert, mais des plus ennuyeux, tu vois, plus ennuyeux que ça, il n'y a pas. N'empêchera heureusement pas la percée de Goya. Il a quand même fait tout ce qu'il pouvait, ce Mengs. Goya a quand même été obligé de lui faire quelques courbettes pour y arriver. Mais si la gloire de celui-ci a été immense, il faut souligner que son influence en Espagne fut assez limitée, en fait, de son temps. Si ce sont aujourd'hui ses œuvres les plus personnelles qui sont appréciées, ses commandes officielles furent bien davantage prisées de ses contemporains. Pourtant, il est une source majeure pour tout l'art du 19e siècle, un français de prime abord, je pense en particulier à Delacroix. Un renouveau se dessine en Espagne avec le romantisme puis l'impressionnisme. C'est là que je commence à accélérer, excusez-moi. Mais surtout avec l'art sombre et austère d'Isidre ou Isidro Nonel, assurément le peintre catalan le plus original de son époque, peut-être même de toute l'Espagne. Piquécou vous en parlera tout à l'heure. Maintenant, je commence à dire dans mes papiers. Piquécou vous en a parlé il y a 15 jours. Piquécou va vous en parler dans un quart d'heure. Tu peux me répéter tes dernières phrases à propos d'Isidro Nonel, ce que tu disais avant? Un renouveau se dessine en Espagne avec le romantisme puis l'impressionnisme, mais surtout avec le peintre catalan le plus original de son époque, malgré son art sombre et austère, Isidro Nonel. Là, je suis tout à fait d'accord qu'il était sombre et austère. Non, mais si tu m'avais prévenu que tu allais parler du Gréco, je t'en aurais mis 3 louches, mais bon, qu'est-ce que tu veux Non, mais c'est pas étonnant. T'as dû décider ça ce matin à l'artiste, alors qu'est-ce que tu veux? C'est pas étonnant qu'Isidro Nonel soit la marque de la décadence totale de la peinture. Mais j'ai pas fini, je vais aller plus loin sur Isidro Nonel, tout en laissant toute sa place à Piquécou, je vous rassure. Remonter le courant. Parce que sa vision profondément pessimiste de l'humanité a certainement marqué, et là je m'avance, le jeune Picasso avant son départ pour Paris. Voilà. Toi, tu as le droit de penser que c'est le Gréco qui a marqué Picasso. Moi, je pense que c'est Isidro Nonel. Surtout, ce que je vais raconter dans mon papier, c'est qu'ils ont partagé un atelier à Paris. Ah oui, alors évidemment. Eh ben ça, tu vois, je ne le savais pas. Si en plus ils couchaient ensemble. Non, là, on peut pas lutter, là. Non. Ah non, là, contre, on vous l'a dit en début d'émission, contre le sentiment amoureux, il n'y a pas grand-chose à faire. L'apport de celui-ci et d'autres peintres espagnols émigrés en France, là je parle de Picasso, à l'art du XXe siècle est considérable. Là, on peut quand même pas passer ça sous silence. L'art de la copie. Non, là t'exagères un peu. Picasso, Joan Miró, l'art de la copie, excuse-moi, mais je trouve que c'est un artiste profondément original. Oui, dans la manière de copier, c'est sûr. Miró ? Non, pas Miro. Mais moi, je te parle de Miró, il n'y a pas que Picasso. Mais non, je viens de dire Picasso, Miró, Juan Gris. Oh, mais je les aime pas tous, autant qu'ils sont. Bon, alors, un que tu aimes beaucoup, Salvador Dali.
Alors je préfère Picasso. Bon, en tout cas, excusez du peu quand même. Les artistes que je viens de citer sont quand même des artistes majeurs du XXe siècle. Non, tu les aimes ou pas. Non, c'est pas la question que je les aime ou que je les aime pas. C'est que je suis en train de lire Renoir et que je trouve que chez Renoir, qui est pas un vrai très bon peintre, il y avait quand même une espèce de préscience de l'avenir qui était pas triste. Voilà. Quant à Guernica, mais tu en as parlé, on peut dire sans rougir que c'est l'œuvre majeure des temps modernes. Tout à fait. Voilà, en peinture. Voilà. Tout à fait. Comme on l'avait vu d'ailleurs avec toi il y a 2 semaines, et comme on l'a vu ce matin, c'est ça qui est bien. Après le grand silence qui suit la guerre civile, on ne peut pas appeler ça autrement, des groupes d'artistes vont réintroduire l'Espagne petit à petit sur la scène internationale des arts. Daou Alcet d'abord, puis El Pazzo. Ça, c'est des groupes qui ne sont pas très très connus quand même dans notre pays. Puis Equipo 57, ça l'est déjà un peu plus. Puis la figuration narrative. Eduardo Arroyo, entre autres, et enfin Equipo Chronica, dont j'ai déjà parlé dans cette émission. J'ai pas l'intention de recommencer ce matin, surtout je commence à être à la bourre. Voilà. Et puis j'oublie volontairement, mais ça c'est par amitié pour mon camarade, ici à ma droite, j'oublie volontairement Anthony Tapiès qui lui donne carrément des boutons. Voilà, quoi qu'il en soit, depuis le siècle d'or, mon cher Robert, la peinture espagnole n'avait pas connu pareille floraison. Voilà. On mettra, ou Piquet-Coup mettra sur le blog de l'émission, puisque c'est elle qui s'occupe de ça maintenant. Encore, en plus. Ouais, mais elle est infatigable. Oh là là. Par contre, qu'est-ce qu'elle peut nous faire? Pourquoi pas en profiter? Le blog de l'émission, donc, elle mettra un lien vers la peinture espagnole, http://arracay.blogspot.fr. Merci, mon Jean. Il a bien pendu ce matin, C'était un morceau de Paco de Lucia, El Vito.
sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, en avion, sans Dieu, sans pub, à Racaille, avec notre camarade Pacheco à la régie. Elle n'arrête pas de répondre au téléphone, hein, c'est la folie ce matin. Oui, parce que c'est une dame qui me disait qu'elle aimait beaucoup notre honnêteté intellectuelle dans l'émission, que justement on osait dire les choses et ça lui plaisait énormément. On est des anarchiques en même temps, les anarchiques qui disent ce qu'ils pensent. Hein. Bon, c'est vrai qu'on est honnête. Intellectuel, ça je trouve que c'est très gentil, madame, mais enfin c'est peut-être un petit peu... Oui, un petit peu exagéré. On est plutôt à la base, vous voyez, les gens du peuple. Enfin, pour certains d'entre nous. Pour un d'entre nous. Robert vient même le mardi matin, pour vous dire, pour... Ah oui, notre genre. Avec un peu de cambouis sous les ongles pour essayer de me... Avec notre camarade Jean, notre sergent de la République, qui ricane, qui se moque à mon endroit comme à mon envers, mais enfin bon, je supporte. Il faut dire qu'il y a de quoi faire. Ouais, pour notre Piqueco qui va vous causer tout de suite dans le poste de cet artiste totalement inconnu. Qui s'appelle Nonel. Isidre Nonel. Enfin, Isidre Nonel. Depuis le début de l'émission, c'est tout ce que vous n'avez pas encore entendu sur Nonel. Hein. C'est encore des choses. C'est Isidro. Qu'on n'avait pas encore entendu. Isidre. Donc voilà, parmi les peintres que Jean nous avait proposées, voilà, je suis à la pêche et en fait je m'arrête quand j'aime le boulot. Donc là, voilà, j'ai vu le boulot d'Isidre Nonel, ça m'a plu, donc j'ai décidé d'en parler. Donc c'est un artiste espagnol qui naît à Barcelone en 1872. Peu intéressé par les études et par les affaires familiales, son père possède une usine de soupe de nouilles. Nonel affiche très tôt sa vocation pour le dessin et la peinture. Il entre dans diverses académies de peinture, au sein desquelles figure le peintre Luis Graner, qui le sensibilise à la représentation de personnages humbles. Il fréquente l'Académie des Beaux-Arts de Barcelone et forme un groupe connu sous le nom de groupe du Safran ou de Saint-Martí. Tous partagent les mêmes inquiétudes artistiques extra-académiques et se retrouvent après les cours pour peindre des scènes de la proche banlieue barcelonaise d'alors, principalement les paysages de Montjuïc et de Saint-Martí de Provençals. Le nom du groupe fait référence aux couleurs chaudes employées, des rouges et des jaunes. En 1896, suite à un séjour dans la vallée de Boye dans les Pyrénées, Nonel rencontre une communauté d'individus affectés par une maladie qui provoque de graves affections mentales et physiques, le crétinisme. Ses dessins d'alors, exécutés dans un style proche de celui de Stendhal, cèdent la place à l'exceptionnelle série des Crétins, une série beaucoup plus engagée, exprimant la misère humaine avec une crudité à la fois authentique et dramatique. 2 séjours à Paris, Nonel partage même un studio avec Picasso, lui permettent de montrer ses dessins de crétins, mais aussi ceux de rapatriés et blessés de la guerre de Cuba et ses gitans. Là, on perçoit aussi l'empreinte de Daumier. Il s'intéresse aux marginaux, aux solitaires, à tous ceux qui ont un niveau social très bas, à l'expression de tristesse qui émane des visages. Retour définitif à Barcelone, Nonel s'attelle à représenter des séries de gitanes, des gitanes solitaires et mélancoliques, peintes dans des tons très sombres qui attirent les foudres de la critique, aussi bien du public que du milieu spécialisé. Fermement accroché à ses convictions artistiques, Nonel continue à peindre ses gitanes jusqu'à ce qu'il commence à introduire vers 1907 des femmes à peau blanche, aux coloris plus gais et lumineux. Il collabore à la revue satirique Papitou, pour laquelle il dessine jusqu'en 1910 48 splendides dessins humoristiques qu'il signe indistinctement de son nom ou des pseudonymes Josué et Noé. Il obtient son premier grand succès commercial 1 an avant sa mort dans une galerie barcelonaise dans laquelle il expose 130 huiles. Il peint également une série de natures mortes qui confirment son talent. Et voilà, il meurt à 38 ans de la fièvre typhoïde. Ouais. Non, il ouais. Oui, un peintre oublié, mais pas par nous. Non, pas par nous. Surtout par Robert, qui perpétue sa mémoire. Non, mais... Il a un petit hôtel chez lui avec une reproduction d'un tableau d'Isidre Nonel et une bougie qui est rallumée. Enfin, c'est un chauffe-plat, hein, je précise quand même. Une bougie chauffe-plat achetée chez Ikea, je ne vais pas vous donner le... Ah non, on a dit pas de pub. Mince. Non, pas de pub. C'est bien, Isidro, continue comme ça. C'est ce qu'on m'a dit le soir d'un vernissage. Bon...
c'était une chanson de Louis Liac qui s'intitulait Valsette Pera Innocence. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Et tout de suite, notre Piquet-Cou va vous raconter une expo à ne pas manquer. Il va pas vous la raconter, il va vous la rappeler. Voilà, donc exposition Modernité plurielle au Centre Pompidou jusqu'au 26 janvier 2015. À travers un nouvel accrochage de ses collections, le Centre Pompidou réorganise la géographie de l'art moderne de 1905 à 1970. Ce parcours, en plus de 40 salles et sur un principe chronologique, rassemble une sélection de 1000 œuvres de 400 artistes issus de 47 pays dans tous les champs de la création. Art plastique, photographie, cinéma, architecture, design. L'exposition propose aussi un panorama plus ouvert des formes de la création esthétique, reconsidérant en particulier l'art naïf ou encore l'art brut. Cette histoire de l'art pluriel convoque aussi un nombre accru de femmes artistes, 48 artistes de 19 pays au total, dont l'œuvre avait été jusque-là oubliée ou minorée. Aux côtés de figures reconnues telles que Natalia Goncharova, Sonia Delaunay, Frida Kahlo, Tamara de Lampica ou Alicia Penalba, figurent des artistes comme Maria Blanchard, Chana Orloff, Pan Yuling, Baya ou Huguette Callan, jamais ou rarement montrés. Des primitivismes aux abstractions internationales, cette nouvelle approche du XXe siècle permet de réviser notre point de vue sur l'histoire de l'art en incluant des courants peu connus, voire marginaux, de divers continents. Oui, c'est très très important ça, parce que en fait, j'ai l'impression quand même que les musées prennent petit à petit conscience qu'on peut créer l'événement avec les collections permanentes. Il suffit effectivement d'en proposer une approche différente. Et là, le fait que les femmes soient particulièrement mises à l'honneur dans la nouvelle façon d'accrocher, de montrer les œuvres au centre, enfin qui appartiennent en tout cas au Centre Pompidou, ça me paraît vraiment très important. Voilà. La deuxième expo, c'est à ne pas manquer, mais c'est pas gagné. C'est Frida Kahlo, Diego Rivera, l'art en fusion. C'est au musée de l'Orangerie, donc au jardin des Tuileries, dans le premier arrondissement. C'est valable jusqu'au 13 janvier. Mais alors attention, ça sent la très très grosse machine médiatique, qui risque bel et bien de faire péter tous les compteurs de la fréquentation. J'ai d'ailleurs un couple d'amis que je salue au passage, Sylvie et Jacques, ils n'ont pas pu rentrer. Ça, c'est vraiment... la queue était... bon. Mais enfin, l'originalité de cette manifestation, en tout cas consacrée au couple mythique formé par Frida Kahlo, dont je rappelle les dates 1907-1954, et Diego Rivera, lui, c'est 1886-1957, consiste à présenter leurs œuvres ensemble comme pour confirmer en fait une forme de divorce impossible, effectif dans les faits mais aussitôt remis en cause après une seule année de séparation. Elle permet aussi de mieux entrevoir leurs univers artistiques si différents, à la fois si différents et si complémentaires, par cet attachement commun viscéral à leur terre mexicaine, cycle de la vie et de la mort, révolution et religion, réalisme et mysticisme, ouvrier et paysan. Alors la semaine prochaine, Robert, tu vas sauter de joie, je suis sûr, après notre séjour en Espagne, nous ferons un voyage au Mexique et nous en profiterons pour vous lire des extraits de lettres dans lesquels la belle Frida s'en prend aux artistes parisiens, en particulier aux surréalistes. Vous verrez que c'est foutument explosif, comme elle l'aurait dit elle-même. Voilà, pour la liberté de langage, mais alors c'est quelque chose d'incroyable. Vraiment, moi je suis pas un fan de ses peintures, mais là, ça m'a rendu la nana vachement sympathique. Ouais, bon, elle manie quand même beaucoup l'injure, donc le texte, on essaiera quand même de pas faire la totalité avec les artistes parisiens. J'essaye là pour l'instant de trouver des lettres où elle parle aussi un peu de peinture. Bien, on va tout de suite passer malheureusement aux expos, parce que aux œuvres de la FA, puisque donc on va zapper une musique, on la mettra peut-être à la fin s'il y a du temps. Pour parler donc de ces œuvres de la FA, 4 œuvres en tout. Vous êtes toujours sur sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, et à l'émission Arracaille. Donc notre première œuvre, ce sont les éditions du Monde Libertaire, qu'on a longtemps négligé dans cette émission, pour un bouquin dont le titre est La résistance anarcho-syndicaliste allemande au nazisme dans la Ruhr et en Rhénanie.
1933-1945. Voilà. Vous voyez, pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que je pense qu'il est tout à fait d'actualité, malgré qu'on ne soit pas encore dans une dictature nazie, mais ça ne saurait tarder. Voilà, pour vous donner des indications sur ce que vous pourrez faire quand ça va nous tomber sur la gueule. En décembre 1919, lors de son congrès constitutif, la Freie Arbeiter in Deutschland, FAUD, adopte la déclaration de principe d'un syndicalisme qui rejette l'État et le parlementarisme. En 1923, la FAUD se proclame anarcho-syndicaliste, adhère à l'Association internationale des travailleurs anti-autoritaires et compte à son apogée, tenez-vous bien, 200 000 cotisants. Helmut Raudiger, Augustin Souchy, Arthur Lénine ou Rudolf Rocker en sont les figures de proue. Et comme la plupart des livres des éditions du Monde Libertaire, ça vous coûtera 2 €. Et je pense que ça vaut le coup, comme tous les bouquins édités par cette microscopique maison d'édition, animée par un mandaté, je trouve que ça vaut le coup, quoi. Enfin, c'est une proposition, en tout cas, c'est pas du tout un truc imposé, hein. Voilà. Puis vous avez évidemment le Monde Libertaire, l'hebdo de la Fédération anarchiste, toutes les semaines un dépôt de presse à la librairie Républicain, auquel vous pouvez vous abonner aussi, auquel vous pouvez refiler de la thune si vous en avez trop. Un abonnement de soutien, bien sûr, les abonnements, c'est le socle de tous les organes de presse. Voilà. Le Monde Libertaire qui a aussi des dérivés, si on peut dire ça comme ça, comme un hors-série. Il y en a un qui vient de paraître là, qui est consacré justement à l'art. Vous voyez, vous y retrouverez Vallotton, vous y retrouverez des gens comme ça, dont il y a une grande expo à Paris en ce moment. Les gens le redécouvrent, voilà, et c'est vrai qu'il a fait une œuvre assez originale. Dans ce Monde Libertaire, dans cette hors-série du Monde Libertaire, il y a un grand article sur Vallotton, mais pas que sur lui. Il y a les gens qui graffent, etc., etc. C'est vraiment intéressant. Et puis notre cher librairie Publico, notre librairie, je dis bien notre librairie, qui a plus de 60 ans d'existence, et dont cette existence est menacée aujourd'hui, mais très très menacée. Je suis désolé d'être à la ramasse comme ça pour cette librairie, mais perso, en tout cas, j'y tiens vraiment beaucoup, 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 parce que c'est par la librairie Publico que j'ai pris mes premiers contacts avec le mouvement anarchiste, voilà, quand elle était encore rue, pas loin de la République, là, ça m'échappe pour l'instant, j'ai beaucoup de trous en ce moment. Voilà, et il serait bien que vous puissiez la fréquenter, surtout physiquement, parce que même si vous pouvez acheter des bouquins en ligne comme sur Amazon, la librairie c'est un lieu de vie surtout. Voilà, il faut qu'il y ait une présence permanente pas forcément d'acheteurs, mais de gens qui viennent voir ce que c'est, ils viennent se renseigner. Voilà, et vous pouvez aussi, si vous voulez, pour cette librairie Publico, vraiment les soutenir aussi par de l'argent, etc., etc., etc. Et il y a plein de bouquins, des bouquins militants, mais aussi de la littérature générale classique. Voilà, mais enfin des auteurs choisis quand même, c'est pas des auteurs fachos en général. Voilà. Et puis Radio Libertaire que vous écoutez en ce moment avec une qualité audio extraordinaire, puisque on a du matos high-tech, on a un camarade de la fédération qui est un technicien vraiment de pointe qui s'occupe de tout ça, qui émet depuis Paris et diffuse aussi sur Internet dans le monde entier, minus le monde entier. Voilà. Vous pouvez la soutenir en prenant une carte d'auditeur à la librairie Publico, 145 rue Amelot, qui vous coûtera 21. Ouais, c'est quand même pas le bout du monde. Enfin, pour certains, si. Ils en sont à 21 près, parce que des nouvelles de plus en plus alarmantes nous viennent de la base, en disant que avant on était dans le rouge le 15 du mois, maintenant c'est le 10. Il y a des gens qui vivent 20 jours à Croum, et il faut voir dans quelles conditions. Voilà. Donc la radio, vous pouvez soutenir, donc je répète, avec la carte d'auditeur à 20 €, aussi en devenant ami de Radio Libertaire, et enfin il y a une souscription de soutien de 5 € minimum par mois qu'on vous traite sur votre compte bancaire. Voilà.
c'est Radio Libertaire, c'est la voix de la Fédération anarchiste, une voix encore trop peu... voilà, oui, bonjour. La fréquence, il faut la donner aussi. Oui, la fréquence, oui, c'est vrai. On oublie toujours, c'est 89.4 sur la bande FM. J'aurais pas dû te demander ça. Non, si c'est... parce que nous, on l'écoute toujours, on l'écoute pas en direct, évidemment, puisqu'on est ici. Enfin, on écoute des émissions, ça nous arrive, mais on les écoute souvent, le backup, quoi. Parce que, sur Internet aussi, on écoute beaucoup sur Internet. Vous avez les émissions sur un mois sur Internet que vous pouvez réécouter, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai, alors pour l'Internet, c'est http:// écoutez avec un z.radio-libertaire.org. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Il est 25, il serait temps qu'on se tire un peu. Dominique, j'ai 2 annonces pour Publico. Donc, rapidement, vendredi 22 novembre à 19h30, une soirée vidéo avec la projection du film The Road to Guantanamo, un film docu-fiction de Michael Winterbottom. Et samedi 23 novembre à 17h, Écoutez, un hommage à Gaston Coutet, donc chansons et poèmes avec Bruno Daraki, Daniel Santamaria, Georges Cheloviev, Thierry Bretonnet à l'accordéon. Et après, donc, entrée libre et gratuite, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, la Librairie Publico, elle fait autre chose que de vendre des livres, et elle fait aussi elle donne des spectacles complètement gratuits ou d'autres choses comme ça. Et puis aussi, je voulais ajouter un truc, j'ai un trou encore, la vache. Je voulais dire quelque chose d'important. La preuve. Voilà, je le dirai pas. Ah, si. Remercier au nom de toute cette petite équipe soudée, comme je le répète, c'est nécessaire de le répéter. Toutes les équipes ne sont pas soudées. Remercier les auditeurs, les auditrices, ou les auditrices, les auditeurs qui ont eu la gentillesse de nous appeler. C'est vrai que c'est mieux de parler pour des gens qui nous écoutent que de parler dans le vide. Et quand vous téléphonez, on a l'impression qu'on est écouté, alors on est content. Merci les copains, les copines. Salut. Salut à tous. À la semaine prochaine, au revoir. Je vais juste ajouter rapidement, je suis allée écouter Gilbert Lafaille dimanche à l'Européen. C'était un très beau spectacle, il passe encore ce soir. Et j'espère qu'on pourra le faire venir dans l'émission.